Mon rapport moral, j'ai voulu le faire avec un support visuel. Je trouvais ça plus vivant, plus interactif. Donc d'abord, je voulais démarrer en rappelant la mission statutaire de la fédération, qui est de développer et de promouvoir les pratiques du roller et du skateboard. En revanche, si on prend l'objectif de développement de l'Agence nationale du sport, que je ne présente plus, c'est une institution qui est maintenant bien installée dans le paysage du sport français, on se rend compte qu'ils ont un objectif d'augmenter le nombre de pratiquants à 3 millions d'ici 2024. Et donc on voit que finalement, l'objectif, c'est effectivement de développer des pratiques, mais pour des pratiquants. Et en partant de ce constat, on se rend compte qu'à la fédération, quand on parle de développer des pratiques, on est dans une pensée centrale. On va penser la pratique, et ça, tout le monde le sait, on pense rink hockey, on pense artistique, on pense course, on pense dans nos sports et nos disciplines. On va créer des dispositifs et puis on va les déployer vers les clubs. J'avais une discussion avec notre secrétaire général qui me disait effectivement, on emmène jusqu'au dernier maillon de la chaîne. Et c'est vrai qu'en prenant cette idée de dernier maillon de la chaîne, on a trouvé ça un peu surprenant, parce qu'on s'est dit finalement, si on développe pour les pratiquants, on devrait revenir au terrain. Et donc si on revient au terrain, on s'intéresse aux besoins du pratiquant. Et dès lors qu'on a compris le besoin du pratiquant, on va développer des produits et des services associés pour cibler le déploiement. Et vous voyez bien qu'on est dans une approche développement de la pratique du haut vers le bas, et que si on s'intéresse aux pratiquants, on est sur une approche qui va du bas vers le haut. Et donc le club n'est plus le dernier maillon de la chaîne. Quand on pense pratiquant, le club, il est le premier maillon de la chaîne. Et c'est ce qu'on veut faire dans notre projet. C'est que le club devienne la raison d'être de notre action. Parce qu'on est une fédération de clubs et de pratiquants. Et tout l'objectif du programme de libération de notre plein potentiel, il est dans cette idée, qui est assez simple, mais qui est finalement de dire développons les pratiquants, repartons du terrain et faisons des clubs et des pratiquants notre raison d'être. Alors effectivement, ça implique deux choses primordiales. Il faut connaître les clubs. Alors ce qu'on dit, c'est qu'on va connaître les clubs au travers de leurs projets, pour comprendre leurs projets, ce qu'ils ont envie de déployer, mais à travers le club, les attentes des pratiquants. Connaître les clubs d'un côté et de l'autre côté, effectivement, gérer le relationnel avec les clubs, c'est-à-dire comprendre leurs problématiques et remonter leurs besoins. Et on est à la fédération dans ces deux grands moments qui sont structurants et stratégiques, connaître les clubs et mieux gérer le relationnel. Alors ça n'enlève pas le sujet de l'offre de pratique, puisqu'on développe des pratiques pour des pratiquants, mais on est quand même sur une idée de se connecter au terrain pour remonter les besoins. Sur les offres de pratique, j'ai juste envie de dire une chose, nous avons tout pour réussir. Le roller, le skateboard, la trottinette sont des sports, des disciplines qui sont en vogue, pour plein de raisons. En sortie de crise, on l'a dit l'année dernière, vous avez eu une explosion des ventes de rollers. Le skateboard et la trottinette sont des disciplines tendance. Le skateboard vient de devenir olympique. Et la trottinette, pour moi qui suis papa d'une petite fille de 3 ans et demi, elle revient de l'école, elle m'a dit « j'ai fait de la trottinette, du vélo, de la trottinette, du vélo, de la trottinette, du vélo ». Donc on sent bien qu'en termes de pratique, je veux dire, tous les voyants sont ouverts. Maintenant, il va falloir qu'ensemble, on capitalise sur une reprise, après 2 ans qui effectivement étaient difficiles, mais capitaliser dans une activité qui est porteuse. Et ça, il faut en faire un atout. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas toutes les fédérations sportives qui ont des disciplines porteuses. On a une grande chance. Alors, on a cette chance d'avoir une diversité de pratiques compétitives. Ça, vous les connaissez toutes et tous.
Moi, je voudrais saluer les efforts qu'ont fait toutes les commissions pour piloter toute la reprise, parce que ça a été difficile. Les contraintes sanitaires font qu'il a fallu s'adapter constamment, ajuster les formats de compétition, proposer des protocoles sanitaires. Mais il n'empêche qu'en septembre, ça a repris. Et donc, bravo et merci à tous les responsables de commission. Et puis, on a montré autre chose, c'est-à-dire que pendant les phases de confinement, la fédération a été innovante. Les deux hockey, rink hockey, roller hockey, enfin, rappelez-vous d'où on vient, ils créent un street hockey commun. Incroyable. Vous avez des disciplines, je pense au freestyle, je pense à la course, je pense au skateboard. Ils inventent les compétitions digitales. Extraordinaire. Les personnes, les pratiquants se filment, envoient leurs vidéos, il y a des principes de jugement à distance et on décerne un prix. C'est génial. Les balades découvertes en ville ou en pleine nature, tout ça, ça a été intégré dans le plan de relance. Donc vous voyez, il y a une énergie qui fait que sur ce qu'on sait faire, on a été capable de à la fois être innovant et à la fois bien redémarrer. Je voulais vous partager une chose qui vient du congrès de la World Skate il y a 15 jours. C'est qu'effectivement, la World Skate prévoit de moderniser ses règles. Donc sur tous les sujets liés à la compétition, il y a une phase, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas dans quel timing travaille la World Skate, mais vous allez être confronté à une phase où sans doute les règles de jeu des sports qu'on organise vont changer et vont s'adapter avec une volonté de la World Skate de moderniser un certain nombre de choses. Le deuxième sujet, je l'ai un peu évoqué, c'est effectivement faire rentrer le roller à l'école. Alors on a un dispositif qui est... alors faire rentrer le roller, le skateboard et la trottinette dans les écoles. On a un dispositif extraordinaire. Moi, tout le monde m'en parle, enfin tout le monde m'en parle. J'ai des éducateurs qui me disent rouler glisser, c'est vachement bien. C'est vachement bien fait. Et ils ont envie de l'appliquer. Donc le rouler glissé, il est identifié, on commence à le déployer, mais il va falloir aller plus loin. Aller plus loin, c'est rentrer dans ces dispositifs de l'État du savoir rouler, c'est-à-dire faire vraiment du roller, du skateboard et de la trottinette un sport scolaire, un sport qui s'inscrit dans le temps scolaire. Là aussi, il y a énormément d'enjeux, mais vous pouvez penser à toute la dimension de mobilité urbaine. Aujourd'hui, en fait, il y a une attente incroyable des familles, des éducateurs, même de l'État, de voir des enfants qui ont appris à se comporter correctement avec une planche, avec une trottinette, avec un roller, dès lors qu'ils sont dans une phase de mobilité urbaine. Là aussi, il faut qu'on accélère et qu'on soit convaincant et bon dans notre manière d'amener le roller, le skateboard et la trottinette à l'école. Thomas Barr, lors du dernier congrès du CIO, il a eu cette phrase qui m'a interpellé. Le sport de demain sera plus urbain, plus jeune, plus durable. Bah, écoutez, il a une belle façon de parler de nous. Hein. Et ça, c'est une tendance de fond qu'il va falloir épouser. Le sport de demain sera plus urbain, plus jeune, plus durable. Sur les skateparks, il y a un vrai challenge pour la fédération. Si vous regardez les pratiques de skatepark, elles sont encore très libres. Il y a très peu d'organisation, de structuration d'une offre de pratique pour les pratiquants dans les skateparks. Or, en tant que fédération, on a une force incroyable qui n'a pas d'équivalent, c'est qu'on est capable d'apporter un cadre qui sécurise le pratiquant et qui va rassurer les parents. Donc notre cible prioritaire sur les skateparks, c'est les jeunes, 8-14 ans. Parce que sur les 8-14 ans, on est capable d'amener une bonne pratique et une bonne base de pratique pour le pratiquant dans sa jeunesse. Et en plus, on va rassurer les parents. Donc là, on doit aussi rapidement accélérer et trouver des moyens d'être plus présents. Et puis effectivement, vous avez une offre incroyable sur les enjeux de société. Alors sur les enjeux de société, vous avez le sport et le développement durable, le sport santé, le sport bien-être, le sport et... Il y en a beaucoup des enjeux de société. Mais si vous les prenez tous, vous allez voir qu'en fait, le roller, le skateboard et la trottinette, on a notre place dans tous ces dispositifs. En revanche,
repartir du terrain. Quelles sont les attentes? Quelles sont les attentes des personnes qui, dans ces enjeux de société, ont une envie et un désir de pratiquer nos disciplines? Trouver une réponse à ces tendances, adapter nos offres et personnaliser. Donc là, on est sur quelque chose qu'on sait moins bien faire, parce qu'on vient d'une culture de la pratique, et on va de plus en plus proposer des méthodologies pour permettre effectivement de répondre de la manière la plus adaptée possible aux pratiquants. Et ça veut dire changer de culture, et c'est ce qu'on souhaite apporter dans notre Olympiade. C'est-à-dire, il y a une culture un peu française qui fait que quand on est en haut de la hiérarchie dans une organisation, c'est qu'on a le savoir. Et donc après, ce savoir-là, en tant que personne en haut de la hiérarchie, on le fait descendre. Ça, c'est un mode d'organisation très descendant. Et on voudrait changer ça, favoriser la co-construction, impliquer le terrain dans la manière de créer des dispositifs, et puis faire confiance à l'intelligence du groupe, parce qu'ensemble, on va plus loin. Et pour ça, on va changer le mode de fonctionnement. En tout cas, c'est ce qu'on a engagé dans cette année, donc modifier le mode de fonctionnement autour de deux principes d'innovation et principe d'agilité. L'innovation parce que c'est en intégrant des nouvelles idées qu'on sera plus pertinent dans notre réponse, et l'agilité parce qu'on se donne le droit à l'erreur. Et donc on va déployer des choses, les tester, et puis si ça marche, continuer, si ça ne marche pas, revenir dans notre chambre d'innovation pour trouver des meilleures réponses. Innovation, agilité, co-construction et faire confiance à l'intelligence du groupe. Et voilà, et donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'effectivement un nouveau cycle commence. Alors vous le savez tous, j'ai pris la décision en début d'année d'ouvrir le poste de DTN. Je voulais remercier Hervé Lallemand, qui est resté plus de 22 ans à la fédération. Hervé a contribué au développement de la fédération. Il fait ce qu'elle est aujourd'hui, l'intégration de toutes ces disciplines et tout le modèle que l'on connaît aujourd'hui vient de sa direction. Donc je tenais à le remercier. Mais effectivement, maintenant, il est temps d'aller vers de nouvelles ambitions. Et donc, pour aller vers ces nouvelles ambitions, on a défini les 4 points cardinaux du poste du DTN. C'est-à-dire qu'on est allé recruter et chercher un DTN en définissant les attentes qu'on pouvait avoir de ce DTN vis-à-vis de notre projet. Professionnaliser notre organisation sportive, redéfinir des objectifs sportifs pour chacune de nos disciplines, structurer notre organisation fédérale pour que nos territoires et nos clubs exploitent mieux leur potentiel, donner une nouvelle impulsion à notre développement dans leur chercher de nouveaux publics au-delà des formats de compétition traditionnels. Sur la phase de recrutement, la Fédération française de roller et skateboard a été la fédération qui a reçu le plus de candidats de toutes les fédérations. Et en plus, dans les 10 candidats, on a eu la chance de pouvoir choisir parmi de très bons profils. Et donc je suis ravi d'accueillir Sébastien pour sa première assemblée générale de notre fédération. Sébastien Sobzak qui aura l'occasion de se présenter à vous tout à l'heure. Juste pour en parler 2 minutes. Sébastien il vient de l'Aviron, ça a été un sportif de haut niveau. Il a travaillé à la Fédération française d'aviron pendant 8 ans. Il a une très bonne connaissance du métier de CTS. Il est ensuite parti travailler au ministère des Sports en tant que chargé d'études et d'évaluation à la direction des sports et adjoint délégué ministériel à la haute performance. Il a rejoint l'Agence nationale du sport en tant que conseiller haute performance avant de nous rejoindre. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est l'ère de l'olympisme. Moi, je suis allé à Tokyo, j'ai eu cette chance-là. Alors, j'ai pas vu beaucoup de Japonais parce qu'il y avait un énorme confinement, mais j'ai vu beaucoup de sports et je peux venir partager avec vous ce moment extraordinaire. Les Jeux Olympiques, c'est une ouverture au monde. C'est le plus grand événement mondial. Il n'y a pas d'équivalent. Donc quand on est aux Jeux Olympiques,
notre discipline, elle s'ouvre au monde. Et la fédération, elle a une nouvelle visibilité depuis que le skateboard est aux Jeux Olympiques. Et ça, va falloir aussi qu'on en prenne conscience. Maintenant, avec les Jeux Olympiques, on a pu avoir des interviews en live sur des radios nationales, on a pu répondre à des sollicitations des médias, on a pu faire parler de la fédération dans le cadre du skateboard. Mais ce qu'on a aussi découvert, c'est que dès lors que la Fédération française de roller et skateboard était identifiée, on a pu parler de nos autres disciplines. Et on a pu mettre en avant nos autres sports. Et ça, je crois que c'est un moment incroyable de se dire qu'on le sait tous, les médias, on a toujours eu du mal à les toucher, on a toujours eu un peu un complexe vis-à-vis de ça. Et donc, il faut bien prendre conscience qu'avec l'olympisme, en fait, c'est la fédération qui, aujourd'hui, est ouverte sur un monde et une visibilité qu'elle n'avait pas avant. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on a eu aussi des résultats sportifs incroyables. Alors, je voulais féliciter tous les athlètes et les équipes pour leurs résultats sportifs. Mais effectivement, une médaille d'or, un titre en roller artistique inline, des titres au championnat du monde de course, la course qui est deuxième nation mondiale derrière la Colombie, c'est un résultat exceptionnel. Un record du monde en freestyle jump, un titre de vice-champion d'Europe en jeune en roller hockey, un titre de champion du monde chez les femmes en roller hockey, un titre de vice-champion d'Europe au rink hockey, historique, c'est pas arrivé depuis 90 ans, le rink hockey, 2 fois dans l'équipe magazine. Vous voyez, il y a quand même des choses qui sont tangibles. Et des titres en roller freestyle et un titre de champion du monde en trottinette, champion d'Europe, pardon, en trottinette. Donc une somme incroyable de talent dans cette fédération. Comme je vous l'ai dit, on a tout pour réussir. Le haut niveau, on le sait, hein, il y a des disciplines de haut niveau, on sait que des disciplines ont perdu le haut niveau. Il y a une bonne nouvelle, c'est que des disciplines sont en train d'être reconnues comme nouvelles disciplines de haut niveau sur le inline freestyle et le roller freestyle. Mais le haut niveau, ça devient le cadre institutionnel pour créer la performance. Avec une nouveauté, c'est que l'ANS, elle n'a plus une lecture par discipline, mais elle a une lecture par spécialité. Alors, je vous donne un exemple, roller course, course sur piste, course sur route, marathon. Une discipline, 3 spécialités. Roller artistique, danse en solo, danse en duo, danse en groupe. Une discipline, 3 spécialités. Donc on a dû recréer les spécialités, cartographier la fédération par rapport à ces spécialités, on en a découvert 37. C'est vous dire s'il y a une réelle diversité dans notre fédération. 37, c'est impressionnant. Donc le cadre commun, donc l'ANS maintenant attribue le statut de haut niveau non plus à la discipline mais à la spécialité. Ce qui, encore une fois, a le mérite de clarifier les choses. Avec 2 critères. Le premier, c'est le critère de la performance. Pour être sport de haut niveau, vous devez être dans les 4 premières nations mondiales en moyenne sur l'Olympiade. Et pour être sport de haut niveau, si 30 nations participent à vos championnats du monde, alors vous répondez à un critère d'universalité. La discipline va être reconnue de haut niveau. Ça pose 2 enjeux. Un enjeu de performance. Donc effectivement, un enjeu de performance, mais qu'il va falloir travailler. Parce que ce sont bien les résultats aux championnats du monde qui comptent pour évaluer la performance, pour redevenir sport de haut niveau. Donc c'est l'objectif numéro 1 de la DTN. Et je pense que Sébastien en parlera plus en détail tout à l'heure, mais le souhait de l'équipe, c'est que toutes les spécialités puissent être dotées d'un plan de performance, qu'elles soient olympiques, qu'elles soient reconnues de haut niveau ou non reconnues de haut niveau. Mais il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'influence. Ce fameux 30 nations au championnat du monde. C'est un enjeu d'influence parce que qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent dans notre posture nationale, ne serait-ce que quand on décide de participer à des compétitions, ou même quand on va discuter avec des homologues européens ou internationaux, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une influence qui fasse que
nos décisions ou les décisions sur lesquelles on peut avoir une influence permettent à plus de pays de participer au championnat du monde. C'est ça l'enjeu de l'influence. L'enjeu de l'influence, c'est peut-être, d'abord on en est convaincu, c'est se battre pour l'alternance. Aujourd'hui, quand on fait des championnats du monde tous les ans, voire pour certaines disciplines, quand il y a des compétitions européennes et mondiales tous les ans, d'un point de vue budgétaire, c'est compliqué. Donc l'alternance, c'est un enjeu pour nous. Et puis, voilà, favoriser les décisions qui permettent d'augmenter le nombre de nations, ça devient un enjeu d'influence. Il y a des subventions, par exemple, au niveau européen pour faciliter les échanges sportifs. C'est des choses qu'on peut réfléchir pour créer des liens avec d'autres nations européennes, trouver des financements européens et peut-être aider des nations européennes qui ne sont pas forcément participantes à des compétitions internationales et les aider comme ça, par notre rayonnement, à participer à des compétitions internationales. Une union francophone pour peut-être aussi s'ouvrir à tout l'univers francophone, à l'Afrique, apporter un cadre qui, là aussi, permette d'avoir une influence pour viser ce critère d'universalité. Et puis, la mise à disposition du savoir-faire français. Ça, je ne vais pas trop le détailler, mais quand vous regardez la qualité de notre formation, la qualité de nos contenus pédagogiques, la qualité de nos athlètes, il y a forcément des choses qu'on doit pouvoir proposer au reste du monde. Et effectivement, quand on voit tous ces enjeux, mais aussi tous ces potentiels, il y a quelque chose qu'on va faire en 2022, c'est ouvrir une réflexion autour de l'identité de la fédération et de son impact auprès des parties prenantes du projet. Un mot sur les relations institutionnelles. Alors, ça a été un travail pendant une année de créer ces contacts avec l'Agence nationale du sport, le ministère des Sports et le CNOSF. Sur l'ANS, on a deux éléments concrets. Le contrat de performance, il a été augmenté de 10%. Le contrat PSF a été augmenté de 17% hors plan de relance. Si vous ajoutez le plan de relance, en 2021, on a bénéficié de plus 38% sur la partie PSF. Sur nos relations avec le ministère des Sports, effectivement, on a eu la chance d'être reçu par le ministère des Sports pour une mise en avant de nos athlètes. Alors c'était pour nos athlètes féminines, nos championnes de roller hockey et d'artistique. Et puis on a eu l'occasion de signer une convention avec le ministère des Sports, l'USEP, l'UNSS et la Fédération pour effectivement la promotion du sport scolaire. Et au niveau du CNOSF, on intervient dans la commission olympique. On a effectivement été accueillis au JO de Tokyo et puis dernièrement, je viens de finir le parcours Ambition Internationale qui va permettre de muscler notre relationnel à l'international dans une ambition de plus peser, d'avoir plus d'influence à l'international. Et j'interviens aussi sur le projet du CNOSF de l'Observatoire fédéral. Une grande décision de 2021, structurante, c'est le fait de rapprocher l'emploi et la formation. Jusqu'à présent, vous aviez un service formation et l'emploi était de côté. On a créé un grand service emploi-formation pour faire en sorte que la professionnalisation des associations, des activités, des acteurs se fasse dans une approche globale, où en fait on met la formation au service de la professionnalisation. On ne va pas former juste pour former, on va chercher à former pour professionnaliser, avec un objectif affirmé qui est que la priorité est la professionnalisation. On a mis en place ce projet des 30 services civiques, je suppose que vous en avez entendu parler. L'idée, c'est d'avoir une proximité avec les clubs, avoir des personnes qui soient là pour analyser les besoins, être au contact, comprendre les attentes, améliorer la connaissance et puis effectivement identifier les projets de professionnalisation pour qu'on puisse ensuite mettre un accompagnement adapté sur ces projets. Au niveau de l'équipement, alors il y a eu ce plan 5000 terrains de sport d'ici 2024 qu'on a accueilli avec beaucoup du bonheur. On a vu une vraie opportunité dans les 500 skateparks. On a eu la chance de participer à notre premier salon des maires. C'était le week-end dernier, le mois dernier, pardon. Donc le salon des maires, on a pu rencontrer les collectivités territoriales et se rendre compte d'une vraie place pour notre fédération
dans cette problématique que rencontrent les collectivités, qui est d'adapter des équipements à des pratiquants, certes, mais aussi de faire en sorte que ces équipements répondent à un besoin sportif, ce qui est sur les skateparks pas toujours le cas. Et donc, nous, en tant que fédération, venir et accompagner les collectivités pour leur dire, regardez, cet équipement-là, si vous le configurez de cette manière-là, vous allez pouvoir faire de cet équipement un équipement qui fait progresser des pratiquants pour peut-être demain avoir un médaillé olympique sur votre territoire. L'équipe qui gère l'équipement a été étoffée. Et puis on a un enjeu, il va falloir qu'on crée le schéma directeur de l'équipement, qui est un sujet au plan sur l'année 2022. Sur la partie sécurisation de la pratique, à noter que la fédération a participé au 2e colloque des violences sexuelles, de la lutte contre les violences sexuelles organisée par le ministère des Sports, avec une prise de parole sur les aspects de formation autour des violences sexuelles de la fédération. Elle a été identifiée comme ayant un programme de formation suffisamment robuste et intéressant pour être partagé aux participants lors du colloque. Et puis on a pris une décision toute récente, c'est que notre cellule de lutte contre les violences sexuelles, on a étendu ses compétences à une lutte de toute forme de discrimination et de violence. Voilà, c'est une extension de la compétence avec plusieurs attentes, donc avoir toujours un accueil et un écoute de toute personne discriminée ou qui subit des violences, qu'elle puisse aussi analyser les dossiers, qu'elle puisse aider à la décision, et qu'elle soit experte quand on a des projets qui nécessitent une expertise sur des sujets de discrimination et de violence, et toujours, bien évidemment, continuer la lutte contre les violences sexuelles. Donc c'est Véronique qui s'occupe de cette cellule, et je remercie pour tout le travail qu'elle engage avec l'équipe. Le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la gouvernance. Donc sur la gouvernance, on y travaille chaque année, on essaye d'améliorer ces sujets de gouvernance. On a 5 piliers: la transparence, l'intégrité, la démocratie, le développement et les mécanismes de contrôle. En 2021, on a, comme je vous l'ai présenté, décloisonné nos modes de fonctionnement pour avoir des principes de création d'offres de pratique pour les pratiquants en s'appuyant sur le terrain. On a créé une commission interdisciplinaire qui permettent à l'ensemble des commissions sportives d'avoir un temps d'échange et de partage de leurs pratiques, qu'on puisse trouver des synergies et que peut-être des idées que certaines commissions mettent en œuvre puissent aussi inspirer d'autres. On a créé une commission des finances pour rendre la fabrication du budget plus transparente et permettre à plus d'administrateurs de contribuer à la fabrication. Ça, c'est mené par Monique, qui aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Effectivement, on a fabriqué une plateforme RH. L'objectif ici était de clarifier les pratiques RH de la fédération, de doter aussi l'organisation de modes d'évaluation qui soient plus équitables et qui puissent donner plus de visibilité aux collaborateurs pour qu'ils se sentent en sécurité en travaillant à la fédération, mieux reconnus, et qu'on puisse aussi fidéliser nos salariés. Et enfin, le programme est décliné en feuille de route, et la feuille de route, on a souhaité qu'elle soit co-construite avec un temps effectivement où tous les collaborateurs ont eu l'occasion de participer à l'élaboration de cette feuille de route, qui aujourd'hui du coup est une feuille de route créée par l'ensemble des collaborateurs, orientée par le conseil d'administration, mais on pense qu'en faisant ce mode de travail ouvert, on crée une meilleure implication de l'ensemble de l'équipe au projet. Avec cette idée, effectivement, c'est qu'on souhaite travailler, les Anglais disant « one team », c'est-à-dire que la fédération, on soit une grande équipe et qu'on arrête de travailler dans des silos et dans du cloisonnement, mais qu'on ait tous les mêmes objectifs communs. Voilà, je voulais finir ce rapport moral en vous disant que l'avenir me semble incroyablement beau et positif. Je pense qu'il faut vraiment croire en nos atouts. On a énormément de choses à développer dans un univers sportif qui peut-être nous voit mieux que ce qu'on a l'habitude de nous voir nous.
Et donc je vous invite et je nous invite tous vraiment à croire en nos talents et en nos chances, parce qu'on a un avenir à fabriquer qui est extraordinaire. Je vous remercie.